Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de partir ce matin sur les chemins de Compostelle avec François de Montmarin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour un joli livre qui s'appelle Compostelle, de l'ombre à la lumière, en marche avec un pèlerin. Et c'est publié chez notre amie Isabelle de Brémond-d'Ars, IBA.com, édition IBA.com, iba.com. Vous le savez, j'ai une légère passion une passion prononcée pour ce chemin de Compostelle et que je ne ferai jamais, donc je compense en lisant les livres de ceux qui ont fait ce chemin. Très récemment, nous avons reçu Hervé de Courtivron qui a publié aussi chez IBA.com ces carnets de dessins qui sont des dessins à la plume, à l'eau, qui sont magnifiques. Alors, votre livre, tous les livres sur le chemin de Compostelle sont différents, c'est extraordinaire, comme ce sont des livres qui révèlent la personnalité du marcheur. Mais vous, ce livre, vous le dédiez aux faibles, aux malades, tous ceux qui travaillent et sans pouvoir consacrer 2 mois de voyage. Tout à fait. Et ce que vous venez de dire, à savoir de pouvoir y aller sans le faire, c'était vraiment l'objectif de ce livre. Et il est écrit d'une manière qui a été peu ou pas utilisé depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire c'est un des rares livres qui est un témoignage quotidien de Vézelay jusqu'à Compostelle non-stop. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, qui est que j'aime beaucoup, c'est Robert Mestelan et sa femme, qui font des pèlerinages sur les routes de l'Europe chrétienne. Et ils publient après chacun de leurs pèlerinages, parce que c'est des pèlerinages très longs, hein, ils vont à Jérusalem, ils vont en Russie, et ces pèlerinages, et ils construisent des oratoires, où ils rénovent les oratoires qui sont sur leur chemin. Et j'ai retrouvé un peu cet esprit, le même esprit. Vous êtes tous les deux, et tous les trois, puisque Robert chemine avec sa femme. J'ai retrouvé cet esprit-là. Peut-être que Robert est plus... c'est un ancien militaire, il est plus... moins lyrique que vous. Pourtant, je suis capitaine de réserve. Mais voilà, je voulais citer ce livre. Vous tapez Robert de Mestelan, chers amis, et vous le trouvez. Vous l'avez rencontré ? Non. Oui. Il faudrait que vous le rencontriez parce que c'est quelqu'un de très très passionnant. Tous les deux d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez pris cette décision ? Vous avez une vie professionnelle bien garnie, notamment dans la publicité. Vous avez connu ce que toute vie professionnelle connaît, les hauts et les bas. Comment vous avez pris cette décision ? C'est très curieux, parce que, en fait, j'étais absolument pas concerné par... Attendez, il y a un terme déjà que moi je bannis, c'est religion. Je n'ai pas de religion. J'ai une foi. Donc j'étais absolument pas concerné par ma foi. Ouais. Et puis, malgré tout, j'avais toujours au fond de moi l'idée qu'un jour je ferais ce chemin. Ah oui, oui. Et puis je me suis converti un jour, d'abord à Medjugorje, et après... la vie me semblait ouverte sur un chemin formidable. Et donc là, j'ai pris la décision de partir sur Compostelle. Parce que, si vous voulez, au Moyen-Âge, l'ensemble de notre société était chrétienne. Ils étaient pécheurs, comme nous. La seule différence avec nous, c'est qu'ils le savaient. Et que nous l'ignorons. Et que nous, on l'ignore. C'est sûr. Et que le péché a disparu des écrans. Et comme ils le savaient, eh bien, ils demandaient pardon. Et pour les gros péchés, mais ils allaient loin. D'abord à Jérusalem, puis ensuite à Saint-Jacques, parce que Jérusalem devenait inaccessible.
Alors, Saint-Jacques, vous partez de Vézelay, vous partez seul et vous expliquez à votre femme que c'est comme ça, parce que soit elle marcherait trop vite, soit elle marcherait trop lentement, mais que de toutes les façons ça vous gênerait, et que les conversations dans un pèlerinage gênent la prière. Ça, c'est évident. Ah, c'est tout à fait vrai. Cela dit, pour moi, c'était avec quelques compagnons que ce soit, pas seulement ma femme. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est avec vous qui marche plus vite, c'est épuisant, moins vite, c'est odieux. Et sinon, on n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de prier. Mais cela dit, vous rencontrez les autres. Ah bah à partir de 4h30, 5h, on est propre, on est lavé et tout. Et là, on rencontre beaucoup de monde. Vous rencontrez beaucoup de monde. Alors, vous rencontrez un Allemand qui a eu d'heureuses... Un Suisse allemand. Un Suisse allemand qui a eu d'heureuses influences sur vous. Rodolphe. Oui. Ah non, le jeune. Ah, je vous parlais au jeune allemand, oui. pardon. Oui, dans les Landes. Oui. Et ça a été une découverte, mais qui s'est développée au fur et à mesure, c'est le concept de liberté. Et c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que ce concept de liberté n'existe plus. Enfin, plus exactement, c'est devenu un concept, mais ce n'est plus une réalité. Mais c'est comme ça. Quand on se met à en parler, surtout tous les matins, tous les matins, c'est que la réalité a disparu. Absolument. Ah oui, et comment se fait-il qu'il vous ait parlé de liberté? Parce que il venait de Francfort sans un centime en poche. Et c'est lui qui me dit, le premier soir, j'adore faire la cuisine, j'avais fait une omelette extraordinaire avec des tomates revenues, etc. Et alors on commence à parler, et il m'explique que maintenant il était libre, c'est-à-dire qu'il avait son propre jugement, qui ne dépendait plus ni même de sa religion, ni de sa famille, ni de son milieu, ni de ses études, ni d'un syndicat. Non, il avait sa propre liberté, avec ses propres jugements. Et je me suis aperçu, au fur et à mesure que je marchais, qu'il avait raison. Et j'ai retrouvé ma liberté. En plus, j'ai un caractère de cochon, donc c'est un peu plus facile. Alors, il y a d'autres gens qui sont plus difficiles à rencontrer. Je me suis aperçu qu'il y avait des Coréens qui venaient en groupe nombreux, parce qu'ils sont nombreux, et que évidemment, quand un groupe de Coréens arrive dans un refuge, il n'y a plus de place pour les autres. Non. C'est là où j'ai été sauvé par mon appareil respiratoire que je suis obligé de porter pour ne pas ronfler et réveiller tout le monde. Et effectivement, dans le dortoir pour tout le monde, il n'y avait pas de prise électrique. Moi, j'avais besoin de ma prise électrique et on m'a réservé une chambre. Et immédiatement, il y a une Coréenne qui a essayé de la prendre et elle a été virée, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, parce qu'en plus de ça, ils sont extrêmement autoritaires. Oui. Enfin, ils vous dégagent. C'est un monde dur. On peut presque dire agressif. C'est un monde très dur. Mais cela dit, ils emmènent les enfants avec eux. Et ça, c'est étonnant. J'ai vu des gosses de 7-8 ans avec leur sac à dos et leur guitare sur le dos, suivant papa, maman, etc. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais en fait, vous rencontrez deux personnes, principalement. Ça, j'ai bien aimé l'idée. C'est vous-même et Dieu. Ah, oui. Alors, vous vous étiez oublié, vous ne vous étiez plus parlé depuis longtemps. Comment ça se passe ? Vous veniez de perdre votre père. Vous auriez pu rajouter que vous avez retrouvé votre père aussi. Absolument. Vous veniez de le perdre et... Non, il était mort depuis 10 ans. Oui, c'est ce que j'appelle venir de le perdre, parce que perdre son père, c'est toujours hier. Alors, dans ma liberté, justement, j'ai réalisé que je n'avais jamais prié pour lui depuis 10 ans, depuis qu'il était mort. Ouais. Et ça fait quand même un sacré choc. Alors après ça, comme je disais, je l'ai mis au boulot et je lui téléphonais, entre guillemets, tous les matins. Et ça change la vie, c'est formidable. C'est une de... Vous avez évidemment une ligne directe sur le ciel. Ah ben bien sûr. Et puis, en ce qui concerne soi-même, non mais c'est vrai que depuis que je travaillais, on est pris... en plus, dans le métier que je pratiquais, on est pris 24 heures sur 24, on est complètement
oublieux de soi-même et comme des autres d'ailleurs. Et se retrouver face à soi, pouvoir réfléchir à des questions idiotes qui sont du genre d'où je viens, où je vais, pourquoi je vis, pourquoi j'existe. Ouais. Alors là, ça paraît idiot, mais posez la question autour de vous, vous allez voir les réponses. Oui, ça- Il n'y en a pas. oui, il n'y en a pas, oui. Ce sont des questions philosophiques et ontologiques qui ont disparu de la circulation. Mais oui, Au profit de quelle montre vais-je acheter oui. et ou quelle voiture. Ou prendre la place du copain. Ou prendre la place du copain. Vous avez. Oui, quel bien vais-je acquérir pour progresser Absolument. vers nulle part. Ouais. Pour progresser vers nulle part, oui. Alors le deuxième bien, donc, c'est Dieu. C'est vrai que même si je m'étais converti quelques années avant, entre nous soit dit, ce qui m'a permis de passer mes 5 ans de chômage de manière extraordinaire. J'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu qui m'ait brisé le cœur. Ouais. En 92, à l'époque... Oui, c'était pas grand-chose. À côté de la découverte voilà. de Dieu, c'était voilà. le chômage, c'était c'est petit accident. Voilà, c'est un accident. Voilà. Un accident. Oui, c'est-à-dire que tout se remet dans une juste perspective à partir du moment où il y a une transcendance. C'est vrai. C'est vrai. Cette marche est dure parce que vous souffrez quand même beaucoup sur le chemin. J'ai peiné pour vous. Je me suis dit, oulala. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait le phénomène des brodequins en bois. Oui. Vous mettez les pieds dedans, on serrait, ça fait très mal, et le soir, on dessert, ça fait encore plus mal. Eh bien, j'ai eu le même genre de sentiment, parce que pourtant, j'avais acheté de très bonnes chaussures, considérées comme parmi les meilleures du marché. Oui. Je les ai essayées, même sur 20-30 km, Oui. aucun problème. Je pars, la fleur au fusil, et au bout de 48 heures, et au bout de 10 km seulement, c'est pour ça que je ne me rendais pas compte que ça pouvait être les chaussures. Je rentrais en souffrance. Et en fait, mon sac à dos étant plus lourd que la normale à cause de mon appareil respiratoire, mes pieds s'étalaient un tout petit peu plus et donc mes ongles ont été foutus en l'air. Voilà, et ça va faire des années qu'on me soigne et que je commence à en sortir. Ah, c'est lourd de conséquences. Voilà. Et vous l'une des premières escales, vous renvoyez en France, vous allégez votre sac. Ce qui est classique aussi, tout ça. Oui, mais enfin, je change surtout de chaussures au bout de 700 km vers Orthez. À 700 km quand même. Ouais. Ah oui, c'était à Orthez et j'avais prévenu mon épouse qui m'a envoyé la même paire de chaussures, une demi-pointure au-dessus. Ouais. Alors là, en termes de marche, je volais. Je dépassais tout le monde. Par contre, j'avais d'autres douleurs. Un petit coussin merveilleux dessous, une grosse semelle. Oui. Non, c'était formidable. Elles ont un seul défaut, c'est qu'au bout de 900 bornes, la semelle est déjà usée. Donc, ça s'appelle l'obsolescence programmée, ça, monsieur. Absolument. Mais racontez-nous quelle marque, si je puis dire. Je n'aime pas beaucoup la pub. Alors, c'est une marque qui s'appelle Lowa. Lowa. Oui, Lowa, modèle Renegade. Oui. Et d'ailleurs, j'ai marché avec un pèlerin chilien. Alors, Loa, oui. Loa, modèle Renegade, R-E-N-A-G-A-D-E. Oui. Et j'ai croisé donc un pèlerin chilien extraordinaire qui en était à son 3e pèlerinage. En tout cas, marche plutôt. Mais qui m'a dit, c'est ton problème de chaussures, tes douleurs, et que tu vas découvrir des douleurs insoupçonnables. Il m'avait dit. Et il avait la même marque, mais moi comme j'ai des chevilles fragiles, j'avais cheville montante, lui il avait la même marque, mais chaussures basses, et il disait, il n'y a effectivement rien de mieux. Voilà. Bon, eh bien on aura avancé, et même si vous voulez marcher un peu moins. Mais moi je pense que il faut multiplier les petits pèlerinages pour ceux qui ne peuvent pas partir 2 mois comme vous. Je crois qu'il faut multiplier les petits pèlerinages locaux parce qu'il y a une quantité insoupçonnable de pèlerinages en France qui vont vers des lieux. Et déjà, un pèlerinage de 2 jours, une marche de 2 jours, c'est extraordinaire. Je suis absolument d'accord, mais si vous voulez, en matière de pèlerinage, il y en a pour tous les goûts et pour tous les choix et pour tout ce qu'il y a à soigner. Oui. La seule différence qu'il puisse y avoir, c'est justement qu'est-ce qu'on cherche.
Moi, il est certain que je savais depuis longtemps que je cherchais à aller un jour à Compostelle. Cela étant dit, à Versailles, une fois par an, depuis la première fois où ça a été initié, avec des amis, nous faisons un pèlerinage à Saint-Joseph. Nous partons de Versailles vers la rue du Bac. Nous allons à la messe rue du Bac. Ah oui. Et c'est un moment de grâce extraordinaire. Et je l'ai fait parce que Saint-Joseph m'a sorti du chômage, m'a permis de me loger parce que personne ne voulait de moi dans la maison où j'étais sans au chômage. bulletin de salaire, vous ne pouvez plus Voilà. Quand j'ai être abrité nulle part. quand j'ai Donc, commencé vous mon étiez- activité, Oui, vous étiez évidemment sous l'aide de Saint-Joseph, complètement. qui ne savait pas non plus où loger. Mais attendez, quand je démarre mon business de maroquinerie avec les entreprises, j'avais besoin à un moment d'un showroom parce que ça se développait, j'avais besoin d'un environnement pour mettre en valeur mes produits. Je trouve ça, rue Lincoln, c'est moi qui étais au milieu du triangle d'or, hein, à côté de Dior, à côté de Cartier, à côté d'Hermès, etc. Et au bout de 3 ans, je découvre à qui appartenait l'immeuble. À une congrégation. Ils ont beaucoup d'humour là-haut, mais non, mieux que ça. L'immeuble appartenait au Vatican. J'ai hurlé de rire. Ils sont formidables. Saint-Joseph est un grand homme. Oh là là. Vous ne participez pas à Chartres, au pèlerinage de Chartres? J'ai pas fait, pas encore. J'ai visité Chartres. Oui. C'est un beau pèlerinage aussi. Ah, c'est un pèlerinage extraordinaire. C'est un beau mais pèlerinage. moi, ce qui m'a frappé à Chartres, je vais vous dire, dans le transept droit, en haut à droite, il y a un vitrail fantastique. Il y a 4 géants avec des petits bonshommes sur les épaules. Oui. Et les 4 géants, ce sont les 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Et les 4 petits nains sur les épaules, ce sont les évangélistes. Et le titre, c'est « 4 nains sur les épaules de géants ». Et quand j'en parle avec des juifs qui pratiquent leur religion et qu'on parle de ça, alors là, on change complètement de Bien registre sûr. et on commence à avoir des discussions passionnantes avec eux. J'irai voir ce vitrail qui m'a échappé. Merci beaucoup François de Montmarin. Compostelle, de l'ombre à la lumière, en marche avec un pèlerin, c'est chez Ibacom. Et peut-être serez-vous des nôtres à ce salon du livre le 15 décembre, Oui. 7 rue de Poitiers, dimanche toute l'après-midi. Mais je voudrais préciser aussi où on peut le trouver, c'est-à-dire à la Procure. Oui. Parce que je ne voulais pas être sur un certain nombre de lieux de distribution dont je ne citerai pas les noms, pour des tas de raisons éthiques. Et par contre, la Procure, j'étais très content d'avoir réussi à installer quelques livres à la Procure. Bien, bien. Merci beaucoup pour ce livre, encore une fois, chers auditeurs, qui vous apportera infiniment de gaieté, de légèreté, de remise en Dieu. Vous vous remettez en Dieu. Et c'est un comportement qui, en effet, fait beaucoup de bien et allège toutes les souffrances. Vous et me allège- permettez de donner Oui. un témoignage, Oui. un seul, parce que comme je l'ai dit, Oui, j'ai vous- une caisse entière. Oui, une caisse entière de messages reconnaissants. Je rencontre un monsieur, plus de 90 ans, d'une bonne vieille famille bonapartiste, et qui a eu un accident effroyable. À 70 ans, on lui a coupé la jambe gauche, et il a une jambe artificielle. Et il y a de ça 1 mois ou 2, il achète ce livre. 3 jours après, je le croise, et il me dit « François, merci ». Je lui dis « Merci pourquoi ?» Il me dit « Merci parce que grâce à toi, j'ai pu faire un Compostelle en entier avec mes propres réflexions. » Eh bien, rien que ça, je trouvais que ça valait 1800 km à pied. Merci beaucoup François de Montmarin d'avoir partagé cette belle expérience avec nous. À très vite, chers amis de TV Liberté. Chers amis de
TV Liberté, nous filons à l'opéra. Une fois n'est pas coutume, mais vous connaissez ma passion pour le chant et j'ai rencontré Isabelle Dubouché qui nous offre des spectacles somptueux au Théâtre du Ranelagh. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Au moment de novembre, décembre, vous nous offrez depuis combien d'années? Mon partenariat avec le Théâtre du Ranelagh doit remonter à, je ne compte plus, 7 ans peut-être. 7 ans. Mais notre activité remonte à 15 ans maintenant. 15 ans. Et vous montez avec des artistes de très jolies capacités, de très jolis talents. Vous montez des spectacles. Vous avez monté un Così fan tutte, une Flûte enchantée, un Élixir d'amour, La Belle Hélène. L'an dernier, La Cenerentola. J'ai assisté à pratiquement tous vos spectacles. Et à chaque fois, nous en sommes comblés pour 1001 raisons. Peut-être d'abord rendons hommage au Théâtre du Ranelagh. Absolument. C'est un endroit qui a une vraie tradition musicale puisque, donc fin 19e, un riche industriel belge, sur les décombres d'un château qui, lui, existait depuis le 18e. Il faut savoir que c'est un lieu d'histoire. Hein. C'est un lieu où on pense que même Marie-Antoinette est venue danser. Hein, oui, Voltaire, enfin, vous voyez. Bon, puis ce château était démoli et sur cet emplacement a été construit un hôtel particulier par ce riche industriel et il a voulu faire son salon de musique. Comme ça se faisait pas mal à l'époque. Oui. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans la salle, sur le frontispice, il y a une inscription en latin « À moi et mes amis ». Donc voilà, il était là pour y présenter sa collection d'instruments anciens, parce qu'il en avait, et puis pour faire de la musique. Et on pense qu'il y a eu la première de Laure Durin, vous voyez. Forêt, qui habitait dans la rue, venait... Enfin... Ah, Forêt habitait rue des Vignes? Oui. Donc c'est tout un monde musical qui est... Claude Terrasse, dont on parle plus, qui faisait de l'opérette, il a donné le Scaphandrier, par exemple. Il y a eu plein de choses. Et donc, Catherine Develay, quand elle a repris la direction de ce théâtre, il y a maintenant plus de 12 ans, a voulu y perpétuer quand même une tradition musicale. Et je suis arrivée, je ne sais plus comment, là-dessus, et je lui ai proposé de faire une programmation donc lyrique. Voilà, ce qui explique mon partenariat avec le Théâtre du Ranelagh. Et c'est un théâtre à l'italienne, donc extrêmement... un petit théâtre, mais extrêmement resserré. Oui. On entend, on peut presque toucher les Voilà, acteurs. Il y a 300 places et c'est un décor un peu curieux, mais c'est cet industriel qui avait voulu ça, c'est un décor de Renaissance flamande. Donc tout est en bois. Tout est en bois. C'est assez chargé, mais c'est unique, absolument unique. À Paris, en France, en Europe. Il fait partie d'ailleurs des théâtres d'Europe où on peut aller d'un théâtre à l'autre. Ces théâtres qui ont une particularité, une architecture propre. Voilà, donc il fait partie d'une association. Il y a beaucoup de spectacles musicaux. Oui. Il y a, moi j'y ai entendu Paul Badiouras-Koda sur son clavecin il y a bien longtemps. Ah, oui. Paul Badiouras-Koda qui vient de nous quitter. Et j'y entends avec plaisir aussi ces spectacles de ce pianiste qui a fait qui a monté un spectacle sur Zifra. Oui, Pascal Amoyel. Pascal Amoyel, voilà. Et là, il nous évoque... Looking for Beethoven. Et Beethoven, puisque nous rentrons dans l'année Beethoven. Voilà. Et ce sont des très beaux spectacles. Vous pouvez emmener des gens qui sont pas des purs mélomanes, parce qu'il y a à la fois du théâtre et de la musique. Voilà, il se met en scène en tant que compositeur, la Beethoven, et en tant que pianiste. Donc il explique un peu la musique tout en la jouant. Alors, vous réussissez ce miracle, parce que monter des opéras, tout de même, c'est titanesque. Oui, il faut être un peu inconsciente. Je le suis, mais c'est un bonheur absolu. Pourquoi ? Parce que je m'entoure de chanteurs qui ont beaucoup de talent. L'idée de l'Opéra du Jour, là, l'association que j'ai créée, c'est mettre en scène des jeunes talents qui n'ont pas encore eu cette occasion, parce qu'ils sont en début de carrière, ou parce qu'ils n'aborderont jamais un rôle. Par exemple, chez Cenerentola, même si vous êtes une très belle mezzo, c'est pas évident qu'un jour vous trouviez l'opportunité de voilà. Donc donner des opportunités de scène à des jeunes talents professionnels. Et l'autre axe, c'est faire venir à l'opéra des gens qui pensent que Bastille, c'est trop grand, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est pas pour eux. Oui. Voilà.
Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on fait, c'est autre chose que Bastille. On a des mélomanes, des purs mélomanes, qui vont à Bastille et qui viennent aussi voir le spectacle. Oui, les vrais mélomanes, ils vont partout. Ils vont partout. Ils vont même à l'étranger. Oui, ils prennent l'avion, ils prennent le train. Ils suivent leurs idoles et ils partent voir Jonas Kaufmann. Moi, j'ai une envie, là, c'est d'aller écouter Anna Nebretko à Dresde. J'ai envie d'aller à Dresde depuis toujours. Nebretko chante à Dresde. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Mais oui, il faut y aller. Mais oui, il y a des fous comme ça, du lyrique, qui vont partout. Oui, je suis en train de devenir une folle. Mais le miracle, c'est aussi votre mise en scène qui est richissime et drôle. C'est-à-dire que on s'est posé la question. Donc, je travaille avec une femme, Annie Paradis, qui elle est au départ universitaire, spécialiste de Mozart. Elle a écrit une thèse sur Mozart. Oui. C'est comme ça que je l'ai rencontrée, parce que j'ai lu son livre, qui d'ailleurs, vous le trouvez partout, chez Fayard. Alors, dites son livre. Ça s'appelle L'Opéra réenchanté. L'Opéra, oui. Voilà, Annie Paradis. Et voilà, j'ai lu, à l'occasion de ma première mise en scène, j'ai lu son livre, que j'ai trouvé assez génial, parce qu'en fait, en tant qu'anthropologue, elle fait une lecture des opéras du XVIIIe, et elle replace tous les opéras de Mozart à l'aune de cette lecture des opéras du XVIIIe, qui étaient des opéras d'apprentissage. Et c'est vrai, quand vous pensez à tous les opéras de Mozart, il s'agit de jeunes gens qui passent des épreuves pour devenir plus mûrs. Vous voyez, et vous prenez tous les opéras de Mozart, c'est la même chose. Et donc tout fonctionne quand vous comprenez ça. Et du coup, quand vous allez à l'opéra voir des Mozart aujourd'hui, vous avez du mal à comprendre, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chanteurs ont plus 20 ans. Mais ils en ont 45. Don Giovanni, aujourd'hui, quand vous allez à Bastille, il a 45 ans, Peter Mattei, presque 50 ans. Sûr, ouais. Et on ne comprend plus le sens. Oui. Vous voyez, ces personnages. Et puis, on ne met plus l'accent sur ça, puisque maintenant, les jeunes sont censés tout savoir à 15 ans. Donc, il n'y a plus cette notion d'apprentissage. C'est une notion qui a été dégagée aussi. Il y a ça, puis il y a le fait qu'on mourait jeune. Et que du coup, en même temps, à 20 ans, on était en pleine possession de ses moyens. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Voilà. On était adultes. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc j'ai rencontré Annie Paradis et on s'est posé la question, comment faire des opéras où il y a du sens et qui amènent des tas de publics qui n'iront jamais, parce que voilà. Et là, on s'est dit, en fait, on va faire, en prenant le répertoire lyrique, on va essayer de tendre vers le théâtre musical. Et sans vouloir m'enorgueillir, je pense qu'on a été dans les premiers à tenter ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui font ça. Donc le théâtre musical, c'est quoi? C'est le chant, mais à part égale, la comédie. Ouais. Voilà. Et donc nos chanteurs, on leur demande d'être autant chanteurs que comédiens. De telle manière que, si vous voulez, le chant ne va pas plomber ce qui se passe après, parce qu'il y a tout de suite un dialogue qui reprend, qui explique le chant, parce que c'est toujours chanté dans la langue d'origine. Bon là, Offenbach qu'on présente, c'est en français, mais ça peut être en italien. Mais le dialogue qui vient après ou avant explique le chant. Oui. Et tout ça va très vite. Du coup, et en plus, Annie Paradis, avec qui je travaille, elle réactualise les textes, elle les écrit dans un français d'aujourd'hui, fidèle à l'esprit du compositeur, mais vous voyez, par exemple, je vous cite un exemple, là, dans l'Offenbach qu'on va faire, Orphée aux Enfers, Jupiter, à un moment, va dire « Apportez-moi mon bouclier fiscal ». Vous voyez, voilà, c'est des petites références, comme faisait Offenbach d'ailleurs, il faisait plein de références à l'actualité. Donc on essaye de rester tout à fait fidèle à l'esprit de l'œuvre, mais en la toilettant pour faire des espèces de clins d'œil qui font, en fait, qui amusent. Par exemple, là, je reprends encore dans Offenbach, Jupin, le diable, va arriver dans l'Olympe, parce qu'il va aller voir les dieux. Il va arriver comment? Avec... il portera un avion gonflable et on entendra une bande-son d'un avion qui atterrit. Vous voyez, voilà, c'est des tas de petites choses comme ça qui font que ça décale. Ah, on est sans arrêt attiré par quelque chose d'inouï, d'original, de drôle. C'est vraiment... Il y a une tension dans vos spectacles. Jamais on ne s'ennuie, jamais on ne risque pas d'être pris par le sommeil. D'abord parce que vos spectacles sont à 11h du matin. Oui, c'est le créneau que m'a donné le théâtre. C'est bien sûr. Voilà, c'est un créneau. Il fallait s'inscrire dans un... Donc on fait une espèce de brunch opéra. Donc dès 10h, on peut venir dans le foyer, café, petit croissant, etc. Et aussi mettre de la convivialité. L'idée, c'est de se retrouver aussi pour un moment ensemble. Voilà. Oui. Alors, parlons de ce programme qui est inouï. Alors, le voyage de messieurs Dunanan. Dunanan, père et fils. Alors, voilà, il faut que je vous explique. On fête le bicentenaire de la naissance d'Offenbach et
j'ai eu l'idée donc de célébrer ce bicentenaire en convoquant des compagnies amies, c'est-à-dire qui travaillent un peu dans le même état d'esprit. Et donc j'ai bâti cette programmation. Alors, Opéra du jour, notre compagnie se présentera Orphée aux Enfers, mais il y a 3 autres événements. Oui, oui. Et donc Monsieur Dudane en père et fils, c'est un opéra bouffe d'Offenbach pas tellement connu, mais il en a écrit tellement, mais tellement. Oui. Et c'est l'histoire de 2 Lorrains, le père et le fils, et le père veut que son fils épouse une belle italienne, voilà. Sauf qu'ils vont être mal orientés et ils vont tomber sur un bandit qui va les balader, croit-il, à Venise, mais en fait ils sont à Paris. Et donc, voilà, des tas d'aventures les plus rocambolesques qui arrivent, pour se rendre compte que finalement, ils se sont fait berner. Voilà. Et alors, les Georgiennes, les Georgiennes, c'est une création pure. Ça, c'est incroyable. Ça n'a jamais été monté. Et ça, c'est le groupe lyrique, une compagnie qui a décidé de toiletter cet opéra qui était complètement oublié. Et en fait, la thématique, c'est des femmes qui prennent le pouvoir. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer avec Offenbach. Tout à fait d'actualité. Et voilà. Et puis, il y a un troisième événement, un des troisièmes événements, c'est il était une fois Offenbach. Là, j'ai demandé conférence. C'est une conférence-concert, mais c'est-à-dire, conférence, c'est pas une conférence. Ils sont sur scène, ils sont debout, ils chantent. Et puis, par moment, ils s'arrêtent et ils racontent, des anecdotes sur Offenbach, sur la vie d'Offenbach, sur telle pièce ou telle, vous voyez. Et tout ça illustré par des chants. Donc très, très dynamique aussi. Alors appuyé au piano, soutenu au piano, il y a un joli piano à queue. Oui. Et vous trouvez toujours des pianistes assez extraordinaires pour accompagner des jeunes gens, très jeunes toujours. Voilà, il faut dire que nous, on a la chance d'avoir une magnifique artiste, avec qui je travaille depuis 10 ans maintenant, Magali Albertini. Et quand elle joue du piano, c'est vraiment tout l'orchestre qui est là. Ah oui, elle a un toucher, elle a un doigté qui est... De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, le Ranelagh est un petit endroit et il n'y a pas de fosse. Donc, on ne pourrait pas mettre d'orchestre. Et puis, pour l'économie du spectacle, c'est pas envisageable. On est dans une salle de 270 places. Voilà. Ouais. Hein. Non, bien sûr. Et alors, Orphée aux Enfers, c'est extrêmement... C'est le mythe d'Orphée revisité. Pour préparer cette émission, j'ai regardé quelques séquences et je ne me souvenais plus que le premier personnage, c'est la renommée... L'opinion publique. L'opinion publique. Qui est une trouvaille géniale d'Offenbach, parce que l'opinion publique, c'est celle qui va rappeler à Orphée ce qu'il doit ou ne pas faire. Parce que, en fait, l'histoire, tout le monde connaît le mythe d'Orphée qui, Non, tout le monde ne connaît pas, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Orphée, c'est cet être cher qui séduit jusqu'aux animaux en jouant de la lyre. Voilà. Il est très musicien. Il a une bien-aimée. Il a une bien-aimée, Eurydice. Et ils s'adorent tous les deux. Sauf qu'Eurydice va être... raptée et va partir aux enfers. Donc, elle est piquée par un serpent, non? Elle est piquée par un serpent. Et Aristée, le berger, qui est en fait Pluton, le diable, va l'emmener aux enfers. Que veut faire Orphée, éperdu d'amour? C'est aller chercher sa douce aux enfers. Sauf qu'il y a un commandement, c'est tu pourras la sortir des enfers à condition que tu ne te retournes pas le temps que durera la remontée jusqu'à la terre. Et d'ailleurs, c'est assez mystérieux dans ce mythe, c'est pourquoi ne doit-il pas se retourner? Enfin, ça, c'est pas explicité. Bref, il se retourne et il la perd à jamais. Oui. Voilà. Eh bien, Offenbach se saisit de ce mythe, mais le reprend à l'envers, c'est-à-dire Eurydice et Orphée, au début de l'opéra, sont sur le point de la rupture. Oui. Voilà. Et Eurydice a un amoureux, et ben c'est justement ce jeune berger dont elle ne sait pas que c'est Pluton. Aristée, voilà, un jeune berger très galant, etc. Et Orphée, lui, quand il apprend que sa femme est infidèle, il est ravi. Il est absolument ravi, parce que finalement, bon débarras, etc. Et c'est là qu'arrive l'opinion publique. Et l'opinion publique, c'est la gardienne de l'ordre et de la morale qui dit ça se passera pas comme ça, tu vas pas lâcher ta femme. Elle est partie aux enfers, parce qu'effectivement, elle est là aussi piquée, etc. Tu vas aller la chercher. Et tu vas pas te retourner. Donc, d'un côté, voilà, il l'écoute en traînant la patte, puis de l'autre côté, il se dit si je pouvais m'en débarrasser. Mais elle est là, en permanence, à relancer l'action, lui disant non. Voilà. Donc, je vous raconte pas la suite de l'histoire. Non, surtout pas, il faut pas. Mais bon, de toutes les façons, un opéra d'Offenbach, c'est un instant de bonheur assuré. Oui, parce que... Et alors,
il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que assez souvent, Offenbach est présenté comme un compositeur drôle, voilà, et qui permet de faire des gaudrioles et des farces quasi un peu graveleuses. Ouais. Et nous, on s'érige beaucoup contre ça parce que quand on écoute la musique, c'était un grand musicien. Bien sûr. Et par exemple, je vous donne un exemple, dans Orphée aux Enfers, il y a le Cœur du Sommeil qui est d'une beauté. C'est un grand morceau de musique. On ne peut pas, sous prétexte que c'est drôle, stabilobossé, si je puis dire. Non, vous voyez. non. Donc nous, le prélude d'Orphée que j'ai réécouté avec cette flûte extraordinaire c'est d'une beauté, c'est Voilà. un chant. c'est ça. Donc nous, notre objectif, c'est de servir la musique, et donc on tire notre mise en scène vers quelque chose de lyrique. Voilà. Il n'y a pas de reconstitution historique comme on voit de temps en temps. Non. On essaye de placer ça dans un climat atemporel et onirique de telle mesure que c'est la musique, vous voyez, la musique qu'on essaye de servir et pas des personnages qui vont prendre des positions un peu, voilà, un peu Dernier détail, il est peu coûteux d'aller à l'opéra le dimanche matin, parce que vos prix sont tout à fait on essaye. Serrés. On essaye, je peux vous dire que c'est vraiment un équilibre difficile. C'est un équilibre difficile. Dites-nous pour tout Alors, de suite. 15 et 20 euros. 15 ou 20 euros. Voilà. Donc c'est quand même c'est le prix d'un repas donc, au restaurant. Et même Et les enfants Je suis allée au cinéma, c'était 15 euros la place. Oui, ça atteint des sommes astronomiques. Et les enfants les enfants, c'est 15 et les adultes sont 20. Donc, mais on peut faire vraiment, des tarifs. Hein. Allez au spectacle en famille avec des enfants, vous leur ferez découvrir l'opéra et donc vous leur donnerez la chance de leur vie. Parce que je pense que ceux qui ne connaissent pas l'opéra ont un monde à moitié vide. Je suis d'accord. Isabelle Dubouché, mille merci. Alors, je rappelle les dates. C'est 17 novembre, 24 novembre, 8, 15 décembre, 19 et 26 janvier. Ça, c'est les dernières dates pour Orphée aux Enfers. Voilà. Mais vous tapez Opéra du jour, tout attaché, et vous aurez les informations et une jolie affiche rouge que vous voyez actuellement sur l'écran. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. À très vite chers amis de TV Liberté.